Euh, Bonsoir à tout le monde, bonsoir mes collègues, mes chers amis. Je suis encore une fois très heureux de parler dans ce séminaire, d'introduire ce séminaire et bien sûr, d'accueillir pour la deuxième ou la troisième fois, je crois, je ne me rappelle plus tellement, j'ai pris l'habitude de voir avec moi, m'encourager, me supporter Anne-Françoise. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Françoise Schmitt pour nous parler encore ce soir. On va être probablement ce soir plus que jamais au cœur même de ce qu'elle fait. Je crois que l'idée ou le concept des hypothèses un peu est décisif dans un peu toutes les articulations et multiplicité un peu des idées et des thèses qu'elle essaye de développer depuis des années, c'était à côté de François Laruelle, et c'était aussi, bien sûr, sur des questions un peu beaucoup plus techniques, je crois, en sciences, en épistémologie, en philosophie. Mais je crois, ce soir, ce concept d'hypothèse, je pense qu'il va nous mettre au cœur même de, son projet en temps où peut-être ça va nous permettre de toucher à l'unité de tout son projet. Et on verra comment et pourquoi. Donc, j'ai le plaisir, bien sûr, d'accueillir Anne-Françoise Schmitt. Je vais présenter Anne-Françoise rapidement. Bon, c'est une spécialiste de Poincaré et elle a peut-être commencé un peu sa carrière avec des travaux sur Poincaré, mais je veux pas limiter un peu l'apport de Anne-Françoise dans Poincaré. Je crois qu'elle a pu se libérer un peu d'être tout simplement experte sur Poincaré pour aller vraiment vers des choses beaucoup plus, je pense, beaucoup plus philosophique, beaucoup plus, on peut dire générique, hein, faut utiliser le mot. Et puis elle a édité, elle a eu vraiment je vous dirais, le courage, l'honneur pour nous, le plaisir d'éditer toute la correspondance entre Russell et Coutura, qui est très, et je crois qu'il est très pas bien connu, Coutura, en tant que logicien. Je pense que beaucoup de logiciens français au début du XXe siècle qui mérite bien sûr qu'on s'y intéresse, non pas, en tout cas dans certaines littératures, je peux dire nord-africaines, maghrébines, etc., n'ont pas eu la place qu'ils méritent vraiment en tant que vraiment fondateurs de la logique moderne, en tant qu'ils ont contribué à fonder un peu avec Russell et d'autres la logique des propositions, la logique des prédicats, etc. Et puis bien sûr, elle est fondatrice de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épistémologie générique. Et puis, elle a travaillé notamment sur ce passage de l'objet complexe à l'objet intégratif. Et elle a développé ce que nous appelons aussi le versant un peu philosophique de son approche générique au cœur même des sciences et des philosophies. Et puis, elle s'était intéressée notamment aux relations entre les sciences et la conception d'une philosophie non standard qui incarne tout à fait l'apport un peu philosophique bien décisif et précis de François Laruelle. Et donc, elle a en quelque sorte fondé une autre manière d'apporter les questions philosophiques, un nouveau style en philosophie, et toujours avec les philosophes ou les philosophies, non pas et non pas c'est-à-dire de façon opposée. C'est-à-dire on ne cherche pas à opposer les philosophes entre elles ou les philosophies entre elles, mais plutôt c'est de nouer quelque chose de beaucoup plus, je pense, fort qu'un simple dialogue ou une simple conversation, mais d'aller au corps même de l'essence même du travail philosophique qui est générique par définition. Alors, ce soir, elle va nous parler de l'hypothèse et on va voir comment elle va introduire les hypothèses ou l'hypothèse au cœur du travail philosophique. Mais je voudrais, avant de lui la parole, présenter un peu son livre qui est à peu près le livre le plus récent qu'elle a publié, on peut dire en 2025. Ça porte le titre Script philosophique et ça a été édité en deux volumes. D'abord, Le silence du futur, volume 1. Ensuite, Le cogito des multiplicités, volume 2. Alors, je voudrais tout simplement, avant de lui donner la parole, quand on lit, on commence déjà à lire le premier volume intitulé Le silence du futur.
Et on voit tout de suite, hein, dès les premières lignes de ce livre-là, l'introduction, on voit l'importance de l'hypothèse et comment l'hypothèse, elle constitue, comme je viens de dire, peut-être ça se discute bien sûr, la clé, un peu l'idée clé de plusieurs volets de son projet. Alors j'aimerais bien, avant de lui donner la parole, lire tout simplement ce petit paragraphe de la page 7. Elle dit, la question de l'hypothèse est liée au traitement que nous proposons de la multiplicité de droits des philosophies. Elle permet de construire des superpositions de concepts d'origine philosophique différentes. C'est ce que j'ai appelé aussi une pragmatique des philosophies, non pas une pragmatique qui voit le réel au bout de l'action, mais le présuppose pour construire une nouvelle liberté et un nouveau style en philosophie, style qui autorise celle-ci à s'insérer dans d'autres domaines et d'autres styles, mais sans suffisance ou supériorité sur les autres et sans exclusion de philosophie par d'autres. Alors, j'ai toujours aimé Anne-François, le style d'Anne-Françoise Schmitt. C'était la première chose que j'ai lue à français. Je me rappelle, c'était une introduction à un volume spécial d'une revue. C'est-à-dire, c'était le thème des rapports entre philosophie et science. Et j'ai toujours aimé le style avec lequel écrit Anne-Françoise. Ça me rappelle toujours le style à la fois rigoureux et, beau et littéraire un peu, on peut dire, sans beaucoup d'excès et sans beaucoup de métaphores de Quine. Donc, j'ai toujours admiré le style d'Anne-François Schmitt qui me rappelle toujours, il me donne la possibilité qu'on peut écrire de façon rigoureuse sur des choses vraiment scientifiques, techniques, avec un style qui est d'une certaine excellence, voilà, une certaine grâce. Voilà, à toi la parole, Anne-Françoise, pendant peut-être 30 minutes, 45 Merci minutes. beaucoup pour cette très généreuse présentation. Voilà, je suis là avec Simon Martin qui a fait les archives de François Laruelle. Voilà, et qui fait sa thèse sur François Laruelle. Voilà, alors maintenant, comment est-ce que je fais pour... Oui, ah, d'accord, Oui, oui, c'est toi. Voilà, tu vois, en sicilien. alors, Oui, alors le titre, Introduire hypothèse en philosophie, c'est un clin d'œil à notre vieux Kant qui avait introduit en philosophie le concept de grandeur négative en 1763, qui est un texte tout à fait fondamental parce que ça lui permettait de prendre sa distance avec Leibniz. Voilà. Alors j'ai trouvé là une image de Kant qui montre la réflexion. Voilà. Oui, oui. Voilà. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'une hypothèse? Alors, la question n'est pas simple parce qu'elle est souvent escamotée. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que une fois qu'elle est vérifiée, elle devient une loi, et si elle est réfutée, elle est abandonnée. Donc, elle a une existence proche de celle du chat de Schrödinger. Par moment, elle existe, par moment, elle n'existe pas. Voilà. Dans les dictionnaires, j'ai cherché beaucoup de dictionnaires des sciences ou de philosophie. Très souvent, l'hypothèse n'est pas discutée, sauf dans des composés. Par exemple, on la trouve dans la méthode hypothéti- hypothético-déductive qui a été mise au point par Mario Pieri, dans Impératif hypothétique de Kant, etc., etc. Mais bon. Alors, il faut dire que dans la tradition, pour Platon le dit explicitement, les hypothèses étaient réservées aux mathématiques et non à la philosophie. Alors, on a une exception dans la tradition philosophique qui est Leibniz. Pour lui, les hypothèses sont nécessaires lorsque le problème étudié renvoie à l'infini. Tout ça, on le trouve dans ah, ah, le texte principal de Leibniz. Enfin, ouais. Bon, je suis désolé, j'ai un blanc. Ou bien, on peut trouver l'hypothèse sous la forme de fiction, et ça, on le trouve chez Poincaré.
en particulier concernant la géométrie, et chez Russell aussi. Et chez Russell, chez Russell, ça lui permet d'éviter une, une image platonique des nombres. Hmm. Platonicienne, pardon, platonicienne des mots-nombres. Pardonnez-moi. Voilà, on va à la suivante. Ah, Là, tu pourrais mettre la suivante. voilà. Voilà. Alors, pour comprendre un peu les fonctions de l'hypothèse, il faut changer d'ordre de grandeur. Ça, on le voit très bien dans l'œuvre de Poincaré. L'hypothèse est visible lorsque on fait attention à l'ensemble des disciplines comme chez Poincaré. Chez Poincaré, les disciplines sont organisées comme une topologie algébrique de l'arithmétique à la physique expérimentale. Et le centre qui permet de faire le lien, c'est selon lui la théorie des groupes. Et alors, toute généralisation est une hypothèse pour Poincaré. Toute généralisation est une hypothèse. Ça lui permet de distinguer une opinion commune, qui est juste une généralisation, comme ça, faite par l'opinion, d'une véritable hypothèse scientifique. Il parle explicitement d'hypothèse en physique dans le domaine inductif. La fiction est réservée à la géométrie du fait qu'il y en a une infinité possible. Il en a d'ailleurs construit une sur l'hyperboloïde à une nappe. Ça a la forme d'une selle de cheval. Voilà. Chez Russell, la déduction devient importante. Le rôle de l'hypothèse n'est plus le même. Russell suppose que la déduction peut nous apprendre quelque chose de nouveau, alors que pour Poincaré, le nouveau vient de l'expérience et de l'induction. Voilà, on peut passer. Hamdi, on peut Oui, passer le... oui, j'ai juste un petit problème. Il faut juste être un petit peu juste patient parce que ça passe pas. Il faut, voilà. Ça prend un tout petit peu de temps pour passer. Je suis Voilà. désolé. Alors, oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, Alors, sur merci. la question de l'hypothèse, il y a le Hmm. travail énorme de Jacques Herbrand. Ah bon, ouais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Toi, oui, bien sûr. Mais Jacques Debux le connaît très bien, parce qu'il a oui, oui, écrit, bien sûr, lui, c'est bien entendu, n'est-ce bien pas, il entendu. paraît, avec Alors, moi. ce Ah qu'a ouais, fait Herbrand, oui. il dit que si l'on a un ensemble d'hypothèses gamma et une hypothèse A, et que de gamma et de A, on peut déduire B, alors on peut déduire de gamma que A implique B. Il met par là en relation les opérations, A implique B, et les relations de déduction. Il raconte que c'est de la lecture de Hilbert qui l'a conduit à cette idée fondamentale. Il s'ensuit que démontrer consiste à éliminer des hypothèses. Lorsque gamma est vide, la démonstration est achevée. Voilà, c'est une image de Wikipédia. Donc il est mort à 23 ans. Il a fait ça donc extrêmement jeune. Il a lu Il, Hilbert il a, depuis... il a fait une chute de Oui, montagne lors oui, de... tout à fait. Il s'était assis sur une roche qui n'était pas stable. Oui. Et il était déjà assez connu parce qu'il y a eu des articles de journaux lors de son décès. J'en ai vu. Alors, un espace générique pour les sciences. Alors, l'hypothèse rassemble les faits et permet de projeter des connaissances dans des espaces où elles n'ont pas été conçues.
Ça, c'est important. Par exemple, pour améliorer le métro parisien, on utilise des hypothèses utilisées en aéronautique. Ou bien on réfléchit sur la marche à pied. Et on peut, comme ça, projeter des connaissances. Voilà. Et puis, c'est un moyen de coupure dans le raisonnement déductif. On peut ajouter une hypothèse, on peut la répéter, etc. Et donc, elle est un moyen de mise en relation des disciplines. Voilà, je, je fais une allusion au livre fait avec Muriel Mombrini-Doudet, qui, elle, est une biologiste. L'épistémologie générique, manuel pour les sciences futures, c'est un livre qu'on a écrit côte à côte, qui a pris 10 ans, hein, pour l'écrire côte à côte, et chaque mot a été pesé à la fois par la biologiste et par la philosophe. Je pense qu'il y a peu d'exemples comme ça, Ouais. hein. Voilà. La suite. Alors, je parle de ce que j'appelle le critère de Poincaré et la relativité. Alors, non, il faudrait mettre outrement les... Voilà. Voilà. Alors, il fait d'abord une décomposition des propositions. Par exemple, il décompose ce qu'il appelle l'espace sensible, dont il a parlé dans les fondements de la géométrie, qui est un texte qui est apparu d'abord en anglais, pour le rendre compatible avec la géométrie. On peut ainsi passer d'une discipline à l'autre. Par exemple, Poincaré raconte que lorsqu'il travaillait sur les groupes arithmétiques, il a tout de suite pensé à la stabilité du système solaire. Alors, mise en compatibilité, toute généralisation, donc toute hypothèse, doit être compatible avec les connaissances fondamentales concernées. Ça, c'est tout à fait fondamental. À peu près, les accidents technologiques, en général, sont dus au fait qu'on ne fait pas cette mise en compatibilité. Par exemple, l'accident de Fouriani, où une estrade s'est effondrée, l'ingénieur avait fait un modèle et il n'avait pas vérifié que ce modèle était compatible avec les lois de Newton. Voilà, ça c'est très important, cette mise en compatibilité. Et alors, il a construit une théorie de la relativité, qu'il a appelée la dynamique de l'électron, sur la généralisation des déformations de Lorentz, mise en compatibilité avec la mécanique classique. Il a eu dans ce texte l'idée des ondes gravitationnelles. Hein, c'est incroyable. Elles sont importantes maintenant pour comprendre les trous noirs, voir les travaux de Norma Sanchez. Norma Sanchez a beaucoup travaillé sur les trous noirs et elle est aussi elle connaît extrêmement bien l'œuvre de Poincaré et a vu cette importance des ondes gravitationnelles dans dans sa dynamique de l'électron. Donc, la dynamique de l'électron, c'est une théorie de la relativité qui est évidemment d'une certaine façon expérimentale. On généralise, mais la généralisation suppose des hypothèses. Mais elle est néanmoins expérimentale, contrairement à celle d'Einstein. Voilà. Alors en philosophie, comment dire, j'ai l'intention de transformer les principes en hypothèses. Pour cela, il ne faut pas rester au niveau d'une philosophie isolée, et comme en science, changer d'ordre de grandeur. Et cela est possible si l'on cherche un générique pour les philosophies. Alors, il y a la possibilité de passer d'une philosophie à une autre. Pas être seulement dans une philosophie, mais travailler avec les philosophies. Et on devient philosophe lorsqu'on est capable de ces passages. C'est à ce moment-là qu'on peut inventer en philosophie. Sinon, on fait de l'histoire de la philosophie, ce qui est aussi un travail important, mais différent. Alors, évidemment, il y a eu des rencontres entre les philosophes.
qui se sont passés plus ou moins bien. On sait que Descartes et Pascal se sont rencontrés, on sait que Leibniz est allé voir Spinoza, on sait que Russell et Bergson ont mangé ensemble au quartier latin en 1912, si je ne me trompe. Voilà. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que jamais rien n'a filtré de ces rencontres. On n'en a jamais rien su. Jean-Claude Dumoncel a écrit une simulation de la rencontre entre Bergson et Russell. Bon, très bien. J'ai pu, Il par ne, exemple, assister à la rencontre entre Michel Henry, excuse-moi, c'est un Y, hein, et de Jacques Derrida. Ils ont juste pu se serrer la main, rien d'autre. On voyait qu'ils ne pouvaient rien se dire. Alors, c'est une caractéristique des relations entre philosophie et entre philosophes, habituellement. Ma question sera, est-ce qu'on peut faire autrement? Voilà. Alors, comment dépasser cette situation? Est-ce qu'il y a une théorie des philosophies par la philosophie? Eh bien, si on cherche à faire une théorie des philosophies avec des moyens philosophiques, elle devient une nouvelle philosophie. La philosophie seule ne peut pas faire la théorie de la philosophie sans en créer une nouvelle. Donc, ce n'est plus une théorie de la philosophie. Il y a toujours partiellement des morceaux de théorie de la philosophie dans chaque philosophie, mais on ne peut pas dire que ce soit unitairement une théorie. Alors, transformer les principes en hypothèses. Alors, ça suppose de construire la compatibilité entre les philosophies, cette fameuse compatibilité. Et donc, d'admettre que les philosophies ne sont pas seulement européennes, comme on l'a beaucoup, on l'a beaucoup oui, traité comme celle-là. oui. Maintenant, ça commence à bien se savoir. Il y a tout un travail sur les philosophies japonaises, les philosophies chinoises. Et puis Hamdi nous a ouvert les philosophies du Maghreb, etc. Et même parfois de l'Afrique noire. C'est, voilà. Alors, voilà, par exemple, voilà un livre de Garnier, Fortune de la philosophie cartésienne au Japon, ou l'inverse. Alors, la philosophie n'est pas seulement européenne. Alors, certains philosophes se consacrent maintenant à manifester cela. J'aimerais parler de Pierre Bonnels, à Bruxelles, qui fait le pont entre les philosophies occidentales et les philosophies japonaises. Mais aussi, il faut parler de la fortune des philosophies orientales en Occident. Par exemple, je renvoie aux travaux de Sun Beck en Corée du Sud, à Ganjiu. Et il y a eu un colloque sur la ruelle et l'école de Kyoto. Et là, d'ailleurs, il s'est passé quelque chose, c'est que l'un des philosophes japonais nous a dit, vous philosophez à cause de l'étonnement. Bon, l'étonnement, ça peut être beaucoup de choses. Mais nous philosophons sur une sea of sorrow, sur un océan de tristesse. Voilà. C'est un autre type d'immanence. Ouais. Alors, pourquoi ce changement? Alors, la question est d'éviter le Kampfplatz de Kant ou le polémos de Derrida. Toutes les philosophies ont leur place. Il y a, John Mullarkey a fait d'ailleurs un livre sur ce thème. Mais cela demande une sorte de révolution. En quoi consiste cette révolution? C'est que dans la philosophie classique, comme celle de Deleuze, on accède au réel par la philosophie. C'est en tirant la ligne qu'on fait une nouvelle rencontre et qu'on s'approche de plus en plus du réel. Mais Laruelle a fait l'hypothèse que le réel précède la philosophie et les sciences. C'est son hypothèse fondamentale.
Et cela change les fonctions de la philosophie. Elle ne décrit pas seulement le réel, mais invente des espaces de pensée. Ce n'est pas une critique des philosophies, chacune à sa place, des plus anciennes ou futures, hein, dans des espaces de pensée. Et cela change les fonctions de l'épistémologie. Elle ne décrit pas directement les sciences. Elle est une sorte de sens commun qui relie la philosophie et les sciences. Alors, philosopher par hypothèse, au pluriel, c'est tenter de faire la paix entre les philosophies, et ce n'est pas un relativisme parce qu'il y a le réel. Alors, le devoir de la philosophie, à mon avis, c'est de construire des espaces de pensée. Alors, qu'est-ce que la philosophie au singulier? Je dirais que seules les philosophies sont bavardes, la philosophie est silencieuse. Comme la science, les disciplines sont bavardes, mais la science est silencieuse. Alors, faire manifester la philosophie, je dis pas les, mais la philosophie, suppose la référence à d'autres disciplines. Laruelle s'est d'abord référé au fractal, chez Peano et Mandelbrot, puis à la quantique, pour une raison très simple, c'est qu'elle ne se réfère pas à des objets naturels. Elle traite d'états et d'opérateurs. Le concept d'opérateur est essentiel parce qu'il ne dépend pas d'un domaine particulier comme les opérations qui sont définies dans chaque domaine. Alors là, j'ai mis le portrait de Jean-Pierre Desclée qui a beaucoup travaillé sur les opérateurs. Il est linguiste et logicien et il a su articuler cette idée d'opérateur dans les deux domaines. Alors je suis heureuse de le souligner. Alors, si l'on veut la paix entre les philosophies, il n'y a plus de philosophie de la technique, de la religion, de l'art, de la musique. Je dirais qu'il y a des opérateurs entre philosophie et technique, philosophie et religion, philosophie et art. Pour la paix, il faut concevoir la philosophie en diminuant sa capacité de survol des autres disciplines. Elle est une discipline comme les autres avec le même poids. Et cela change les méthodes d'interdiscipline. On n'a plus une cascade de disciplines, mais on les prend tout en même temps avec le même poids, éthique comprise. Et cette méthode, elle a été inventée par Muriel Mombrini-Doudet, que vous voyez là. C'est une philosophie discrète dans les deux sens du mot. Dis- discrète. Elle ne cherche pas de suprématie, mais discrète, elle intervient avec d'autres disciplines ou participe à des travaux très différents. Alors, il y a là, à côté, une plateforme, Miro, la référence de la plateforme Miro, où ceux qui partagent nos hypothèses peuvent laisser leurs textes et leurs propositions. Voilà. Comme de toute façon, le texte, la conférence sera ensuite est enregistrée, vous pourrez, si vous le désirez, l'ouvrir et y participer avec l'idée de philosophie discrète. Philosophie discrète signifie aussi que ce que je propose est une voie possible, mais d'autres philosophes peuvent en inaugurer d'autres avec la même valeur. Simplement, il faut faire attention de ne pas confondre la philosophie et l'idéologie. Une des caractéristiques de l'idéologie, c'est qu'elle écrase des opinions. Elle généralise des faits sans compatibilité des opinions, c'est-à-dire sans faire d'hypothèse à la façon de... Et élaborer une philosophie est aussi élaborer des conditions de compatibilité avec les autres,
ne serait-ce que par son appartenance à une tradition. Une philosophie tout à fait isolée ne peut pas exister. On ne peut- Plus exactement, on ne pourrait pas la reconnaître comme philosophie. Alors, dans l'interdiscipline, la- que fait l'idéologie? L'idéologie vient de la non-manifestation et de l'écrasement d'une discipline par une autre ou plusieurs autres. L'idéologie est nécessaire dans les rapports sociaux, mais elle peut être source de violence. La recherche de compatibilité limite l'intervention de l'idéologie. Elle fait que les généralisations ne dépendent pas directement des faits. Il y a une coupure permise par l'hypothèse. Ça, c'est une image de l'Institut médico-légal. Alors, dans, dans son dernier ouvrage, François Laruelle, Tétralogos, un opéra de philosophie, au pluriel, un opéra de philosophie, euh, propose une mutation du langage. D'ailleurs, dans Al-Mukatabat, j'ai vu un article où il était dit que les mathématiques ne se réduisaient pas au langage, et pas seulement les mathématiques. Je pense que c'est important. Et voilà une citation de François, qui était mon mari, hein. La philosophie de la musique ne nous intéresse pas si la philosophie n'est pas cette surmusique elle-même. La philosophie des tableaux conceptuels ne nous intéresse pas si elle n'est pas elle-même une image suspendue dans le silence d'une photo ou d'une peinture. Et la philosophie de l'architecture ne nous intéresse pas si elle n'est pas une architecture de matériaux non sonores d'origine conceptuelle. Alors, le concept de script, que, voilà, il m'est venu à l'idée lorsque j'avais été invité à Gwangju, en Corée du Sud, lors d'un festival sur les films perdus. Il faut voir que en Corée du Sud, il y a un problème, c'est que le dictateur de la Corée du Nord est passionné de films, dont les Coréens du Sud sont souvent privés. Hein, il y a eu 12 colloques. Et on m'avait demandé d'écrire des scripts pour des films perdus, ainsi qu'une conférence pour expliquer comment j'avais construit ces scripts. Alors, effet des scripts en philosophie. Alors, le script est une sorte de matrice minimale pour structurer un ensemble de voix et de couleurs hétérogènes en une sorte de contrepoint ou art de la superposition. Et il y a toujours un point d'extériorité. La philosophie ne se suffit pas à elle-même. Et ça permet de penser la multiplicité des philosophies, du moins la multiplicité de droits, un minimal de philosophie. Le script est un minimal de philosophie capable de superposition, de combinaison. Il permet de construire des plateformes de philosophie, au pluriel, et manifeste de façon immédiate les relations de la philosophie aux autres pratiques et disciplines. Le script a un effet théorique, minimal de la philosophie, et pratique, guide d'invention philosophique. Topoi, mouvement et pulsion. Les topoi permettent de construire des liens entre les structures mathématiques. Je pense là au travail extraordinaire d'Olivia Caramello en Italie. En philosophie, les topoi remplacent les notions massives, le moi par exemple, en notions non autoritaires et permettent les rencontres entre les je des philosophes, pas les moi, mais les je. Russell disait qu'il faut tuer le moi quand on fait de la philosophie.
Alors, le minimal en philosophie est évidemment une hypothèse. Il est supposé que la philosophie ne se réduise pas seulement au langage ou au discours. Voilà, un numéro d'Alcoubet soutenait que les mathématiques, la musique ne relevaient pas seulement du langage. C'est en cela qu'il demande une conversion du langage. Donc, il y a une mise en avant du texte, non du langage, du rythme, des mouvements, des couleurs. C'est tout. Oui, bah là, je Ben suis. voilà. Ben, à l'écoute maintenant de vos propositions. Citer, citer des philosophes, c'est... Attendez, c'est juste avant. S'il te plaît, juste avant. Mm. Citer des philosophes, c'est les traiter comme autant de théorèmes de la pensée. Voilà. Les portraits de ce PowerPoint, ils sont comme autant de théorèmes. Voilà. Voilà, je vous remercie. C'est nous, Anne-Françoise, merci beaucoup pour cette exposé, ou enfin pour cette conférence très intéressante qui se donne à nous dans un langage un peu philosophique mais innovateur, c'est-à-dire il y a beaucoup une refonte un peu du langage philosophique aussi. C'est-à-dire on n'a pas l'habitude souvent à écouter une conférence un peu philosophique qui se donne dans un langage qui est un peu euh, restructure un peu ou révise, revoit certains usages qui sont philosophiques et qui sont tout à fait ordinaires, ancrés dans notre formation, etc. Donc, je te remercie pour cette conférence, bien sûr, qui donne à penser, qui donne à réfléchir et qui va, je crois, stimuler les participants et en te proposant, je sais pas, en te donnant des propositions, comme tu l'as bien demandé à la Tout à fin. fait. Tout à fait. Absolument. Donc, c'est une conférence, on peut dire, appliquée. Enfin, c'est une conférence philosophique, mais pratique, actionnelle, qui pousse à l'action philosophique, etc. Écoute, de mon côté, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais je vais regarder la salle. Bien sûr, juste la première question, est-ce qu'on peut parler de progrès en philosophie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on progresse en philosophie ou bien non? C'est une question qu'on m'a toujours posée. Je me rappelle, j'étais dans un colloque. Le thème, c'était le progrès, bon, le progrès social. Mais l'idée de progrès, euh, est-ce que vraiment la philosophie progresse? C'est-à-dire, quand on dit que la philosophie progresse, ça veut dire qu'on va dire qu'un philosophe a raison et peut-être un autre a tort. Ou bien on peut prendre le progrès de la philosophie autrement que dans Autrement. cette Oui, dualité tout à que je fait. suis contre toi, je pense Ah comme oui. dit, comme, D'une certaine façon, on peut dire que le dernier quart du XXe siècle a fait que les philosophes se sont intéressés de façon plus technique à la philosophie. Enfin, plus technique. Hegel était très technique, bien entendu. Mais c'est devenu un peu leur objet, comme chez Derrida. La technique n'était pas l'objet de Hegel, c'était nécessaire à sa construction. Euh, chez Derrida, chez Deleuze, vous avez, comment dire, tout un travail sur la philosophie, même s'ils ne font pas véritablement une théorie de la philosophie. Et on pourrait parler de progrès. On peut parler de progrès, je dirais, plus ou moins localement. Mais dans la philosophie, il y a beaucoup de retours. Mm. Il y a beaucoup de retours. On ne peut pas travailler sans, d'une certaine façon, la tradition. Ce qu'a fait Laruelle, c'est comment dire, de faire une séparation là où la plupart des personnes, de philosophes, ne le font pas, entre le réel et la philosophie. Alors, est-ce un progrès? C'est un progrès pour la paix entre les philosophies, oui, ça oui.
Mais certains philosophes pensent que la critique est plus importante que l'entente entre les philosophes. Par exemple, quand Patrice Guillamot écrit, il commence toujours par une critique de ce qui a été fait sur le domaine qu'il a choisi dans le livre. Pour moi, ça n'est pas nécessaire. Comment dire? Je dirais les choses encore plus précisément. La philosophie, le philosophe, quand il travaille, n'a pas besoin de représentation. Il n'a pas besoin, sur le moment où il travaille, de représentation comme matérialisme, idéalisme. C'est, Mm. c'est pas nécessaire. Ça fait partie des représentations qu'on a de la philosophie. Bon, elles peuvent parfois guider l'écriture, ça c'est sûr. Mais à mon avis, elles ne sont pas directement dans le travail philosophique lui-même. La philosophie évite tout ce qui est narration, si c'est possible. Enfin, Russell a fait une extraordinaire autobiographie, mais dans les textes philosophiques eux-mêmes, on évite les représentations. C'est mon avis. Cette définition, cette position de la nature du travail philosophique, est-ce que toi tu la vois proche, par exemple, de Wittgenstein quand il dit la philosophie ne donne pas de théorie, presque il n'y a pas de connaissance philosophique, la philosophie c'est une activité, etc. Ou bien euh, elle est différente de cette position chez Wittgenstein parce qu'elle aboutit à réduire la philosophie à un simple travail de clarification logique Ouais, des langues dans lesquelles s'expriment les philosophes, ou bien à lui donner, à lui octroyer une mission thérapeutique, c'est-à-dire guérir, on peut dire, la raison, enfin l'esprit, etc., de certaines bien déficiences, un sûr, peu c'est déficiences. important. Un peu dans le sens de Bachelard, quand il parle et fait la psychanalyse de la connaissance scientifique, il faut un peu être thérapeutique et guérir la pensée et l'esprit Bien scientifique sûr, de tout ce qui l'a handicapé tout au long de son histoire. bien sûr, tout à fait. Tout à fait. C'est aussi une des fonctions de la philosophie. Wittgenstein est un très grand philosophe, c'est certain. C'est Qui a été, certain. qui a Et été je ne au suis pas début, sûr que son travail soit uniquement de clarification. qui a été au début, je crois, en France, il était peut-être, je sais pas, mal compris. Je sais pas. Peut-être grâce C'est au possible. travail de Bouvresse, de Christian Chauvéry, d'autres, Bien ils ont sûr. peut-être traduit, introduit, explicité, etc. Et récemment, Élise Marou, elle a fait sortir un petit livre Oui, intéressant sur oui, oui, Wittgenstein. Elle a été invitée sur une émission pour dire vraiment, finalement, c'est un grand philosophe, comme tu viens de dire. Mais oui, c'était oui, pas l'image que les Français ont pris de Wittgenstein au oui, oui, départ. oui, c'est sûr. Deleuze, il était, mais enfin, j'ai parlé avec un grand disciple de Deleuze, il m'a dit non, pas du tout. Deleuze, il a lu Wittgenstein, il a bien compris Mais bien Wittgenstein. sûr, Il faut pas dire que, absolument. Et puis il a dit de très belles choses sur Russell. oui, Deleuze. Très ouais. juste, très... Non, non, absolument. Non, non, Wittgenstein est un très grand philosophe. Il y a un très beau livre sur Wittgenstein qui est celui de Daniel Nicolet qui s'appelle Lire Wittgenstein chez Aubier. C'est un très beau livre. Ouais. Daniel Nicolet. Il y a beaucoup de livres sur Wittgenstein et je sais pas, Oui, oui, c'est incroyable la littérature, enfin les publications qui sont oh, oui, éditées absolument. en Absolument. anglais, etc. Mais ce livre est très beau. Ouais, Il est d'accord. très beau, presque minimaliste. Non, non, il est vraiment très beau. Lire Wittgenstein chez Aubier. Oui. Voilà, donc le débat est ouvert avec Anne-Françoise. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si tu veux Eh bien, intervenir. sur cette conférence très intéressante. Sinon, Simon, Martin, tu peux prendre la parole pour Oui, oui, un oui. peu introduire ce que tu fais comme travail. Ah oui, non, non, Voilà. non, je ne veux pas prendre la place de Anne-Françoise. Mais au fond, juste pour approfondir sur Wittgenstein, Oui, un peu plus juste fort. pour approfondir sur Wittgenstein, comment toi, parce que je pense que tu as répondu à Amélie, mais pas tout à fait non plus.
Comment est-ce que tu distinguerais clairement l'œuvre de Wittgenstein de celle de Laruelle? Et comment tu pourrais dire, au fond, est-ce que tu pourrais dire rapidement pourquoi Wittgenstein, c'est encore un philosophe, d'une certaine manière, et que ce qu'essaie de faire Laruelle Bah n'en est plus. oui, parce que Wittgenstein, d'une certaine façon, est critique. Par Hmm. exemple, il a dit à Russell que son livre sur la connaissance ne valait rien, et Russell a renoncé à le publier. Ça a été publié bien plus tard après sa mort. Le, le, Laruelle ne ferait jamais ça. C'est une position, là, c'est une position différente. Hmm. On a très longtemps partagé le même bureau, on échangeait des concepts, mais jamais il n'y avait de critique. Il y a une telle multiplicité de concepts. Qu'est-ce que tu veux? On peut toujours dire que chez tel philosophe, il y a une contradiction ici, Hmm. qu'on pourrait mettre une petite correction, qu'on pourrait, etc. Bon, ça c'est un travail au fond d'historien de la philosophie. Mais moi, je tiens beaucoup à l'admiration. J'admire les philosophes. J'admire les philosophes. Et donc, j'ai pas à avoir de critique au sens où, ah tiens, j'ai trouvé quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Ah ouais, déjà. Ce qui est toujours partiellement une Dé- illusion, il faut Ouais, bien le dire. ouais, Déjà, le scientifique a arrêté de parler un peu sur ce temps. Le scientifique. Parfois, Il dit oui, pas je parfois. découvre, il dit j'invente ou je dis, enfin, il dit ouais, on ouais. invente ensemble, une Oui, équipe. on invente. Moi aussi, je dis on invente. Moi aussi, je dis on invente. Mais il y a toutes sortes de façons d'inventer. Il y a toutes sortes de façons d'inventer bon, je ne critique pas les scientifiques. Bon, Oui. j'ai travaillé longtemps à l'INSA de Lyon où il y avait d'une part des personnalités extraordinaires comme Paul Nardon ou Maurice Godet ou etc. qui étaient des penseurs scientifiques extraordinaires. Il y a aussi des professeurs qui sont des techniciens Hmm. qui sont tout à fait des techniciens qui répètent. Par exemple, j'ai entendu un collègue de physique raconter que Galilée avait jeté des masses depuis la tour de Pise, etc. Mm. On sait que c'est tout à fait faux. On sait qui a inventé cette affaire. Mais il y a des choses qui se répètent comme ça. Tandis qu'aux mines, quand mon poste a été racheté aux mines, j'ai jamais entendu de choses de ce type. Il y a une culture scientifique très élaborée. Et peut-être l'époque de Russell, c'était, on parlait d'une philosophie scientifique, c'est-à-dire finalement une philosophie qui était dans un tournant, un tournant. Voilà, c'est le mot Oui, de Schlick, de Maurice Schlick, il a tout écrit un à fait, tournant tout philosophique à et fait. ça. Et la philosophie, elle s'oppose directement à Kant, de façon frontale. À D'une Kant, certaine façon, tout à à fait, l'idéalisme hegelien, parce que Russell tout à était fait, hegelien, et là, il y a tout un à fait. tournant qui s'oppose, qui définit la philosophie Absolument. comme une, dans un produit. À l'époque en Angleterre, on Et, était hégélien et en France, ouais. on était kantien. Et Et, c'était tout à fait. Il y a eu effectivement une sorte de révolte des deux côtés. Il y a Russell avec son humour qui raconte l'histoire de son paquet de tabac. Tu te souviens de ça? Il achète du tabac parce qu'il fumait la pipe et il se dit, tiens, ce boîte de tabac n'est pas une apparence. Non, non, je suis plus hegelien. Bon, il faut dire que Moore avait préparé le sujet, oui, mais il non, était mais, capable Ouais. de dire des choses comme ça oui, et de dire, par oui, exemple, l'herbe est réellement verte. Mais évidemment, c'est oui. un trait d'humour. Oui, c'est tout à fait. Le point, c'était qu'à l'époque, peut-être, c'est la philosophie avait l'obligation de suivre la science. C'est-à-dire, c'était pas à elle, à la philosophie, de décider de ce qu'est la philosophie. C'était aux scientifiques Oui. de dire ce qu'est la philosophie. C'est une clarification théorique, conceptuelle, du langage de la science, etc., etc. Donc aujourd'hui, on n'est pas avec toi dans une démarche un peu inverse qui donne à la philosophie le droit, je ne sais pas si elle l'a ou non, de définir la science. Oh, 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 oh.
Pas du tout directement. Pas du tout directement. Parce que justement, dans le travail épistémologique que nous avons fait, Muriel et moi, il y a beaucoup dans on a beaucoup ressenti que dans l'épistémologie, il y avait souvent, l'épistémologie projetait des structures philosophiques sur la science. Par exemple, de faire de la théorie et de l'expérience des opposés. Pourquoi ce serait des opposés? Il y a de la théorie, il y a de l'expérience, il y a de la simulation, il y a des définitions, il y a des expériences, etc., etc. Mais pourquoi les mettre dans des structures de pensée qui seraient philosophiques? Et donc, ça permet de repenser les relations entre science et philosophie de façon différente, où la philosophie, justement, devient discrète. Bien sûr qu'elle joue un rôle. Dans les sciences qui reposent sur une multiplicité de sciences, comme par exemple la biologie synthétique, ou comme ça, hein, eh bien, attendez, qu'est-ce que je dis ça? Tu me parlais de Muriel. Oui. Oui. Il faut bien arriver à voir l'autonomie de chacun des éléments qui entrent. Il y a des matériaux, il y a de l'informatique théorique, de l'informatique pratique, il y a de la biologie, etc. Il y a tout. Et il faut essayer de reconstituer les chemins. Et ces chemins ne sont pas seulement de la technique, c'est aussi de la technique. On peut fabriquer des médicaments comme ça, bien sûr, mais c'est aussi une science. Et alors, évidemment, la philosophie peut jouer un rôle dans l'articulation de ces disciplines. D'ailleurs, quand on a travaillé sur le poisson OGM, à l'époque, on a fait un air, Muriel demandait que on mette, au lieu de dire, bon, c'est la biologie moléculaire qui détermine ça, puis ensuite le biologiste a besoin du chimiste pour voir etc. Puis le chimiste a besoin de l'avis des consommateurs, puis ensuite, etc., etc. Puis tout à la fin vient l'éthique en disant est-ce qu'il faut manger du saumon OGM ou pas, etc. Euh, Ça, les OGM, on les a traités comme un X dont les propriétés se distribuaient de façon inattendue dans les disciplines concernées. Et on mettait toutes les disciplines ensemble. C'était un X. Et par là, on a rejoint les travaux de l'École des mines de Paris, en particulier les travaux d'Armois actuels, qui, qui met aussi l'importance de ce X d'un inconnu, hein, pour pouvoir inventer de nouvelles technologies ou réfléchir sur les technologies. Salut. Oui, Oui, je vous en prie, merci, je vous en prie. oui, merci beaucoup. Pardonnez-moi pour mon français, il est terrible, mais Il est bien meilleur que mon italien. ouais. Salut Anne-Françoise. Bonjour Yuri, bonjour. 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 Merci beaucoup pour ton merveilleuse intervention. J'ai deux questions. La première question, c'est très intéressant pour moi, cette conception de Laruelle, de la conception fractale de la philosophie. Oui, Je travaille maintenant la dimension de l'échelle. Ici à Berlin, je travaille beaucoup sur l'échelle. L'échelle d'observation, c'est un très important concept chez les fractales. oui, tout Je à fait. pense, oui, et je pense, euh, nous pouvons changer, comme tu as dit, changer l'ordre de grandeur, mais aussi changer l'échelle. Et je pense par exemple dans la rencontre entre la psychanalyse et le marxisme.
par Oui, exemple. tout à fait. Il y a des résonances entre différentes échelles, nous pouvons dire peut-être. Je veux savoir ce que tu penses de ça. Et mon deuxième question, c'est c'est, oui, il y a donc nous pouvons dire, il y a deux hypothèses dans la philosophie. Pouvons-nous dire aussi qu'il y a des découvertes philosophiques? Oui, très bien. Mm. Alors, la première, c'est L'échelle, sur le l'échelle. fractal. Oui, oui, la question des échelles. Oui, je pense que c'est très important. Mhm, Mais c'est important dans le travail local. mhm, Il faut faire très attention à ça. Bon, je peux pas. Oui, on peut le voir comme une généralité, mais c'est pas seulement une généralité. C'est vraiment quelque chose qui entre dans le travail qu'on fait. Et par exemple, dans la Ruelle, dans sa nouvelle science écologique, hein, il a fait un livre d'écologie, il, euh, il met les échelles très différemment. Il met une échelle verticale. Là où en général, on parle, comment dire, tout autour de la Terre, Oui. mais sans mettre de dimension verticale. Et là aussi, ce sont des questions d'échelle. Je mhm. pense que c'est très important. Ouais. Merci, merci beaucoup. Et la question donc des découvertes. Des découvertes en philosophie, ah oui, je pense. Mhm, Ces découvertes, elles vont aussi avec des émotions. Des émotions dont, en général, on ne tient pas compte dans l'histoire de la philosophie. Mais la rencontre d'une philosophie qui suppose un travail énorme parce qu'on a ses idées et quand on va dans une autre philosophie, on doit essayer de mettre nos propres idées derrière la tête, si je puis dire. Et, mhm, et là, comme dans ces rencontres, il y a des émotions. Et peut-être que le fait qu'on ne sache pas ce qui s'est passé dans les rencontres entre les philosophes, c'est qu'il y a une émotion dont on ne parle pas. Et je pense, j'ai essayé de faire un traité des passions qui précède les philosophies. Pas qui les suivent, comme dans mais qui précèdent les philosophies. Quelles sont les passions qui nous mènent aux philosophies? Ça ne suffit pas, les passions ne suffisent pas, mais elles sont trop négligées. Et donc, je pense que oui, il y a des découvertes de philosophie. Par exemple, Wittgenstein a fait une découverte en philosophie, hein, on peut vraiment le dire. Et, et- et ça suppose une émotion. Cette émotion peut d'ailleurs conduire parfois à la critique, hein. Mm. C'est bien sûr. Moi, j'ai un sentiment d'admiration devant les philosophes extraordinaire. J'ai bien connu Foucault, par exemple, qui m'appelait la demoiselle de Lausanne. mhm. Parce que j'ai fait un mémoire sur lui, qui a été un des premiers mémoires écrits sur Foucault. Et il y avait une émotion. Et il m'a proposé un rendez-vous de venir chez lui, et j'ai refusé. J'ai refusé, justement, je lui ai dit, j'ai du plaisir à vous lire, ça suffit. Je ne vais pas venir vous déranger encore chez vous, rue Vaugirard. Et je crois que cette réponse lui a fait extrêmement plaisir. Ensuite, évidemment, Radio Romande m'a téléphoné, Romande donc en Suisse, m'a téléphoné pour me dire, il paraît que vous avez vu Foucault, dites-nous comment prendre contact avec lui parce qu'on n'y arrive jamais. Incroyable. Ouais. On le voyait régulièrement à la Bibliothèque nationale. Mhm. Deleuze aussi, mais il a arrêté d'un jour à l'autre de venir, dès le jour où on a eu l'obligation de montrer ce qu'il y avait dans notre serviette avant de sortir, parce qu'il y avait des vols.
Et alors Deleuze ne supportait pas ça. Et il n'est plus du tout venu à la BNF. Enfin, ça, c'est des anecdotes. Mais des anecdotes un petit peu philosophiques qui montrent des postures, qui montrent des postures. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler non pas dans une philosophie, mais avec les philosophies. Mhm. D'où l'importance du générique. Anne-Françoise, on n'a pas toujours regardé l'hypothèse comme quelque chose, une notion positive. C'est-à-dire, je me rappelle des gens, enfin, qui disent, moi, je fais pas d'hypothèse. Je fais pas Voilà. d'hypothèse. Je Voilà. sais pas, tu vois qui? Tout à Je fait. fais pas Ouais, d'hypothèse. ouais. Je suis sérieux, je fais pas d'hypothèse. Je travaille pas sur Ouais, des ouais. hypothèses. Ouais, ouais. Alors, Mais peut-être, c'était ouais, à une période différente des sciences. oui, contextualiser toujours. Mais j'aimerais bien un peu de questionner Et par puis rapport cette à deux. hypothèse était Oui, considérée comme métaphysique. oui. Mm. Et là, je les traite un peu autrement que métaphysique. Évidemment, je ne fais pas d'hypothèse parce que, comment dire, parce que ça donnerait lieu à une théorie fausse. On a une idée de l'attraction. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, l'attraction? Est-ce qu'il y a un vent qui pousse les particules? Bon, mais alors à ce moment-là, il y a un moment donné où les particules ralentiraient. Ce que la théorie de l'attraction ne suppose pas comme cela. Et donc, Poincaré et Feynman ont très bien montré que chercher ce type d'explication menait régulièrement à ce qu'on appelle des théories fausses, c'est-à-dire dont les prédictions ne se vérifient pas. Non, c'est très intéressant cette question. Avant de donner la parole à Ahmed, je crois qu'il a une question, c'est un collègue de Tunisie. Juste J'en ai. deux points, c'est j'ai pas bien saisi le rapport entre la philosophie, on peut dire générique, comme tu la vois, etc., et la disciplinarité, c'est-à-dire par exemple la musique. Ben, on sait très bien, par exemple, Bouvresse, Christian Chauvet, d'autres, par exemple sur la musique, ils ont écrit sur la musique, Mais ils ont parlé de la philosophie de la musique. Mais Deleuze aussi sur la peinture, il y a tout son bien sûr, cours qui a tout à été fait. édité par La Boujade récemment et Tout à fait. c'est un Oui, cours, tout oui, ça. Et il a été toujours Deleuze questionné par rapport à ses connaissances en tant que peintre, en tant que praticien, etc. Et comment il peut partir de faire un discours philosophique sur la peinture, sur les couleurs. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai pas bien compris le rapport? Comment la philosophie doit parler de la musique, de la peinture, par exemple, sans tomber dans un discours tout à fait général ou abstrait, etc., sans rationaliser ou théoriser quelque chose c'est comme exactement la ça, avec des a question. priori qui n'ont rien à voir avec Voilà, l'expérience absolument. artistique, etc. J'ai pas bien Absolument. compris. Et l'autre point, c'est l'idéologie. Est-ce qu'on peut échapper vraiment à l'idéologie? Non, pas dans la À- vie sociale, c'est pas possible. c'est pas possible. Donc, toi, tu as posé un peu comme quelque chose de négatif l'idéologie. Est-ce qu'on peut pas regarder Non, un peu ah l'idéologie oui, dans un versant oui, culturel, absolument. positif, comme l'a fait Absolument. Ricoeur? Ricoeur, il a Absolument. bien Tout fait à ça. fait. Tout à fait. Tout à fait. On peut très bien faire ça. Mais si on parle de science ou de philosophie, ça ne suffit pas. Voilà, simplement, ça ne suffit pas. Et une philosophie ne se réduit pas à une idéologie. C'est ça, mais c'était ça. Voilà. Ouais. Ahmed, oui, je t'en prie. Merci beaucoup, Hamdi. Bonsoir tout le monde. Merci, Bonsoir. oui, Anne-Françoise Schmidt. Je suis très ravi de vous connaître via cette plateforme d'Al-Mukhatabat. Et je voudrais remercier pour la conférence que vous avez donnée ce soir et qui porte essentiellement sur le concept d'hypothèse, un concept très intéressant
aux épistémologues, aux philosophes, à la pensée de façon générale. J'ai une première question, si vous me le permettez, Anne, qui porte sur le choix d'utiliser des hypothèses. Est-ce que les hypothèses sont toujours nécessaires dans nos modalités de pensée ou sont parfois facultatives et constituent un certain style de raisonner et de penser utilisé par quelqu'un à un certain degré qu'on pourrait juger parfois d'excessif par rapport à un autre penseur qui ne fait d'hypothèses que lorsque c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire de le faire. Donc, est-ce que l'usage des hypothèses dans la pensée philosophique de façon générale peut constituer donc un certain trait qui caractérise un penseur bien déterminé? Et puis, comme Hamdi l'a signalé, nous concevons toujours les hypothèses comme étant un signe de rigueur et un procédé de l'art de penser, mais je trouve que c'est parfois très négatif et qui exprime parfois dans quelques contextes et dans quelques contextes civilisationnels précisément, les hypothèses et surtout l'abus euh, de l'esprit hypothétique, si vous voulez, exprime un esprit chétif, un esprit parfois lâche, et je peux référer à des références, par exemple, qui ont utilisé de façon abusive des hypothèses comme luxe, comme un luxe spirituel, si vous voulez dire. Oui. Par exemple, je fais référence, par exemple, à la jurisprudence. Mhm. Le problème de l'héritage et des testaments. Ici, quelqu'un donne naissance, par exemple, à 90 enfants et une fille. Comment peut-on partager son héritage? Mais ça n'arrive pas dans la réalité, mais à un certain moment, on trouve de façon très abondante ce genre de problème. Et c'est basé sur des hypothèses qu'on appelle al-fiqh al-iftiradi, la La jurisprudence jurisprudence. Oui. hypothétique, si la traduction est correcte. Donc, ce genre d'esprit hypothétique, il est parfois bon, très nocif à l'esprit scientifique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et merci encore une fois, Anne. Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'excès d'hypothèse pourrait être un signe de lâcheté, bien sûr, bien entendu. Ça peut être une façon de cacher ce qu'on pense vraiment, etc. Mais évidemment, c'est pas comme ça que je l'entends. Oui, Ouais, c'est pas comme ça parce que mon problème, c'est pas d'être lâche vis-à-vis des philosophies, c'est au contraire de toutes les admirer et de construire un espace où tout ont leur place. Voilà. D'où ma transformation des principes en hypothèses. Mais c'est vrai que, évidemment, on peut faire toutes sortes d'usages de l'hypothèse, évidemment. Évidemment. Comme de toute grande notion. Là, l'idéologie joue un rôle, bien entendu. Et la première question, oui, savoir si toutes les philosophies ont utilisé l'hypothèse, non, 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 non. L'hypothèse, classiquement, était réservée justement plutôt aux mathématiques et aux sciences. Et Leibniz, je pense, a été l'un des premiers, dans le discours de métaphysique, voilà, dans le discours de métaphysique, de faire usage d'hypothèses en disant que lorsque on a un phénomène qui va à l'infini, évidemment, il avait inventé le calcul différentiel et intégral. Eh bien, comme notre esprit est fini, on est obligé de faire des hypothèses.
pour comprendre. Et bon, ensuite, la notion d'hypothèse, bon, elle a été utilisée souvent par des philosophes qui avaient un certain rapport aux sciences, comme Russell, par exemple, qui avait quand même fait des études complètes de mathématiques. Et surtout Poincaré, la science et l'hypothèse. Mais bien sûr, la science et l'hypothèse. Là, comme je l'ai dit, j'ai fait une Bien place à sûr. Poincaré. Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs eu une grande bataille entre Russell et Poincaré dans la revue de métaphysique et de morale qui a duré un certain temps. Et l'une des différences, par exemple, est celle-ci. Poincaré disait que on n'a pas de critère pour savoir si la distance de ma tête à mon bureau est plus petite que celle de ma tête au soleil. Et Russell disait, mais oui, il y a un critère, c'est l'empirique. Ouais. Mais Poincaré lui répond, mais vous ne parlez pas de l'espace, vous parlez des relations entre les corps, etc. Voilà, Hmm. toutes ces questions peuvent être... C'est vrai, c'est un peu la situation un peu paradoxale des mathématiques, c'est être entre le ciel et la terre, comme disait voilà, Descenti. tout à fait. Elle ne vient Non, pas du ciel, elle ne vient pas de la terre. C'était absolument, vraiment. absolument. Alors, je L'univers, répète. dans un poème, parce que François Laruelle a écrit aussi des poèmes, dans un des poèmes, il dit, l'univers était dans le monde et le monde ne le savait pas. Oui, tout à fait. C'est un peu, ça nous rappelle Alexandre Coëré quand il écrit du monde clos à l'univers infini. Tout à Donc, fait. Mais tout à fait, tout à fait. C'est un très grand bonhomme, Coiré. ouais. Alors, je rappelle toujours le livre d'Anne-François Schmitt, Script philosophique, qui nous rappelle le monde un peu du cinéma et de la fiction, de la créativité artistique, Le silence du futur et le deuxième volume, Le cogito des multiplicités. Et ce sont des livres vraiment conseillés et qui sont écrits avec un style philosophique tout à fait nouveau et dans lesquels je pense tu reprends un peu cette réflexion, toute cette réflexion et du rôle que tu donnes aux hypothèses en philosophie et pour les humains et notamment. Oui. La couverture des livres, c'est un cadeau d'un artiste qui s'appelle Benoît Maire, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser sa série qui s'appelle Les Nuages. Et ça a été publié au Japon, je crois. Oui, enfin, oui, tout a été préparé au Japon. Script philosophique a mis beaucoup de temps parce que mon éditeur, malheureusement, a eu un cancer de la mâchoire, dont il se remet, dont il se remet. Mais ça a été fait et je trouve, très bien publié. En tout cas, Voilà, je te félicite parce que c'est un style fluide, c'est-à-dire c'est tellement on s'ennuie en général. Un livre de philo, c'est conceptuel, ça un peu, ça prend la tête, mais là, c'est on lit tes livres comme on lit un roman, quelque chose de tout à fait qui coule de source. Je te félicite. merci. Je ne sais C'est, pas c'est- si c'est un compliment ou une critique. Il y a des gens qui diraient que c'est pas sérieux. Non, mais c'est quelque chose tout à fait personnel que j'exprime. Et puis, à la lecture de ça, c'est le fait, ce rapport de la... C'est le sentiment que j'ai eu après la lecture de beaucoup d'extraits, de passages de ces deux volumes. Oui, Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je suis il y a des mains qui désolé. se lèvent, je crois. Ah, alors, Non. Ahmed, encore une question? Ah, Mohamed, tu as une question? Mohamed? Ah, Mohamed, c'est un mathématicien, c'est un enseignant Oh, de mathématiques en Tunisie, c'est un doctorant qui travaille beaucoup et non, qui passe des mathématiques à la philo, hein. Donc, il a c'est refait un extraordinaire. parcours philosophique
il a C'est fait tout un extraordinaire. parcours philosophique pour pouvoir un petit peu s'inscrire en thèse et travailler à une thèse en philosophie. Bravo. Tu es le directeur? Oui, je suis son directeur. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Oui, alors, Je crois qu'il Mohamed, après, je te donne la avait, parole si tu il veux. a une Il y a encore question. une main Et levée, je crois. C'est Mohamed, c'est lui. Ouais. Alors, Mohamed, c'est à toi la parole. Bonjour. On n'entend pas. Hmm. Mohamed, saute, discontinue. Ça coupe, ça coupe. Si tu veux, tu peux arrêter ta caméra. Arrête ta caméra. Oui. Le son n'est pas bon du tout. Si tu veux, si tu acceptes bien, tu arrêtes ta caméra comme ça. Parce qu'en Tunisie, on n'a pas la même logistique hein, qu'en Oui, Europe. On fait de notre pieux, mais... Alors, Mohamed, Non. non, Mohamed, le son est- Oui, oui, le son n'est pas. Oui, donc puisque c'est enregistré, tout ça, tu peux écrire tes questions oui, et puis je te donne l'adresse mail d'Anne-Françoise. Tu peux lui écrire directement et d'accord? Parce que ça, on entend très mal, très mal. Hmm, D'accord, Mohamed? c'est mal. Mohamed, on t'entend pas. Hmm, D'accord. Tu peux me transmettre tes questions ou je te donne l'adresse d'Anne-Françoise, tu lui écris directement. oui, 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 oui. Oui, parce que vraiment, je suis désolé. Je, je suis désolé. Le son est pas bon du tout. Bon, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, Simon, tu veux dire? euh, ah oui, Simon. ah oui, non, 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 j'ai pas. Moi, je vous remercie beaucoup de faire tout ce que vous faites. Je trouve que vous faites très bien et je suis très heureux de vous voir parler d'Anne-Françoise comme vous le faites. C'est vrai que il y a pas beaucoup d'exemples de couples de philosophes dans l'histoire, enfin Euh, de relations conjugales en philosophie qui tous deux produisent. Euh, Ouais, Et donc, c'est une chose assez étonnante parce que, au fond, avec l'âge, les concepts sont passés de l'un à l'autre et ils ressortent très vite. Et puis, et alors, c'est pour ça. Alors, Anne-Françoise est facile à lire d'un certain point de vue, mais de l'autre, assez difficile. Parce qu'on ne sait jamais quelle profondeur ont les concepts. Parfois, c'est des choses qui sont très évidentes depuis 30 ans, mais qui ont un peu bougé aussi, qui viennent souvent de Laruelle, mais pas toujours. Donc il y a tout un rapport qu'il faudrait faire. En fait, il y a tout il y a un rapport amoureux dans les deux œuvres qui me semble aussi constitutif. Et donc il y a un peu l'invisible entre ces deux choses-là. ouais, Et ça, bon, bah alors ça, c'est une enquête qu'il faudrait mener plus tard. ouais, Mais si, entre les deux, il y aura encore des choses à découvrir. ouais. Absolument, et c'est là où l'art est efficace. Voilà. L'image, le son, la musique, Absolument. et ça rend beaucoup plus qu'un discours un peu conceptuel, hein, Ouais. rationnel. La dernière chose que François m'ait dite avant de mourir, il m'a dit la plus belle chose de notre vie est d'avoir vécu ensemble.
C'est extraordinaire Oui, de bien sûr. préparer sa Ouais. femme comme ça au deuil. C'est extraordinaire. J'ai eu une chance Oui. incroyable, Et jusqu'à la fin, tu étais à ses côtés. bien Je sûr, me rappelle à chaque fois, soit tu venais de la clinique, soit bien sûr. Oui, oui, tu bien allais sûr. à la Et clinique j'ai et vraiment, ils ne pouvaient pas trouver des conditions un peu, je veux dire, que nous allons vivre tous en tant que oui, des êtres finis et mortels. tout à fait. Donc, il ne trouvera pas, il n'a pas trouvé, je Voilà. crois, des J'ai conditions. organisé dans cette EHPAD, dans cette maison médicalisée, j'ai organisé des ateliers de philosophie, ce qui a fait des liens entre les personnes et qui faisait qu'ils n'étaient pas tout à fait isolés. Et Hmm. un jour, il y a une jeune femme qui est venue, qui accompagnait sa mère, qui venait et puis, elle a vu la ruelle. C'était son professeur de philo. C'est- Et toujours un prof de philo, il a une place particulière dans la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, le prof de philo, c'est qui marque le plus. Je ne me rappelle pas de mon prof de maths, je ne me rappelle pas de mon prof de physique, mais je me rappellerai toujours de mon professeur de philosophie. Et je me rappelle, il y avait une émission sur France Culture avec Ali Ben Marklouf. Alors, Oui, elle lui a invité son élève à son élève, etc., quand il était professeur au lycée, etc. Et ça l'a un peu, euh, ça l'a beaucoup touché, je me rappelle. oui, oui, Et bien sûr. c'est toujours comme ça. Mais bien sûr, oui, Et, oui, 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 c'est ouais. vrai. C'est vrai. Ouais. Et François était toujours très accueillant avec et, Hum. et il détestait les positions où on humiliait les personnes. Ça, il ne le supportait pas. Et quand on allait à une Et table ça, pour manger avec des gens, il se mettait jamais au centre. c'est presque religieux, ou Oui, d'une certaine façon. passant. C'est une sorte de christianisme athée. D'accord. Alors, toi, tu es plutôt protestante. Je suis protestante comme mon mari, oui. On était les deux protestants. Moi, parce que c'était à l'époque, maintenant avec les immigrations, c'est différent, mais à l'époque, c'était la religion la plus naturelle. La cathédrale de Lausanne est protestante. Hein. C'est pas une, c'est tout à fait étonnant, mais c'est protestant. Et mon mari est protestant parce que parmi ses aïeuls, il y a quelqu'un qui a été euh, euh, convaincu par une personne qui venait de maison à maison à vendre des brosses à dents, du dentifrice et des choses comme ça, mais qui en même temps faisait disait sa foi protestante. Protestante veut pas dire qu'on proteste, ça veut dire qu'on proteste de sa foi. Je proteste de ma foi et je lis la Bible, et pas seulement les missels. Et j'ai vu encore des armoires anciennes où il y avait une place cachée pour la Bible, parce que c'était interdit à une époque dans les pays catholiques. Et alors il y a des armoires où il y avait des coins secrets pour mettre la Bible. Ouais, ouais. Ben, très bien. Simon, Martin, merci. De notre côté, on te dit merci parce que tu as accepté d'être avec nous, d'être à côté J'ai rien fait du pour tout. vraiment. Rien du tout. Si, quand même. Si. Ben, merci à tous, à vous tous, toutes, Merci à toi, Andy, Ginel, merci à Maïssa. tout le monde, Merci merci beaucoup. beaucoup. Ouais, C'est c'est toujours un passé. plaisir, Anne-Françoise. Vraiment, je fais ça comment dirais-je, par plaisir. Ben, je trouve un plaisir à faire ça, à inviter, à apprendre. Et je encourage même mes étudiants à venir. Parfois, ils ont des problèmes de connexion, d'Internet, etc. Et j'essaie un petit peu d'inviter des gens pour un peu leur faciliter l'accès à un savoir, etc., un savoir Tu fais philosophique et ça? sortir des cadres un peu traditionnels
Et tout à j'essaie un peu de trouver comme ça, soit la revue depuis plus de 12 ans fait. maintenant, soit un peu ce séminaire des rencontres pour un petit peu trouver des moyens à la fois éducatifs, pédagogiques, didactiques ou autres pour encourager les jeunes, que ce soit en Tunisie ou en Afrique du Nord ou dans les pays arabes, à vraiment être toujours au contact avec ce qui se fait de nouveau dans la recherche philosophique et épistémologique. C'est Et épatant. déjà, je pense, Avec un ouais, courage, ça tu suppose un penses? courage vraiment, et c'est Ouais. magnifique. Mais je sais que la plateforme numérique ou virtuelle n'est pas suffisante. Il faut toujours compléter par des contacts réels. C'est pour ça, j'étais engagé dans la constitution d'un laboratoire ici rattaché à l'université de Sousse, parce que moi je réside à Sousse, mais j'enseigne à Kérouan et à Tunis. Et donc, dès que le laboratoire se met en place et on commence à organiser les activités, j'ai déjà dans le programme une journée d'études sur toi, dans laquelle je vais t'inviter, enfin au sens physique du Oh, terme, merci beaucoup. avec Simon et Ah, Martin, merci beaucoup. pour pouvoir Merci beaucoup. partager toute une journée sur l'épistémologie générique ou sur cette notion de généricité dans le savoir, qui est très très importante, qui nous ramène à Badiou et Bien au-delà sûr. Oui, Mais bien vers il la... entendu. faudrait faire quelque chose pour Mais expliquer la absolument, tout différence à fait. Badiou. Oui, oui. Donc, Effeuillante. ouais. Et Et oui, c'est oui, oui. vraiment, je sais on attend quelques démarches administratives qui sont presque terminées pour lancer un laboratoire de recherche. Et moi, je vais Fantastique. m'occuper d'un axe qui est assez peut-être de philosophie, des sciences ou de la philosophie du langage, etc. Et une dernière question pour terminer, Anne-Françoise. Les lois logiques, elles sont-elles des hypothèses? Elles peuvent être utilisées comme hypothèse dans une déduction. Elles peuvent. Mais de toute façon, comment dire, on part d'hypothèses. Et ces hypothèses sont supposées vraies. Elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas fausses. Elles sont supposées vraies. Et quand on fait une déduction, le résultat est aussi supposé vrai. Hmm. Ça, Einstein a beaucoup insisté là-dessus. Et je crois que c'est très important. Très bien. On ne peut pas trouver mieux pour terminer cette belle rencontre avec toi et avec nos amis, nos collègues. Donc, je vous dis à très bientôt, le treize novembre. On Très aura bien. l'occasion de rencontrer Francis Wolff, qui est très Ah, connu, je très bien. crois. Qui a aussi écrit Et- sur la musique, Oui, il a écrit, oui, sur beaucoup de choses, sur la sur beaucoup de musique, choses, etc. mais aussi sur la musique. Et qui est professeur émérite à l'École normale sup Non, rue supérieur. d'Ulm à Oui, Paris, tout à fait. où a enseigné, etc., où a vécu Michel Foucault, et qui va nous parler justement d'une question très, très importante, peut-être la base de tout, Oui. comment définir la vie? Ah, Comment oui. définir la vie? Ça sera jeudi 13 novembre à 19 Très heures bien. sur cette plateforme des rencontres d'Al-Mokhatabat. Et puis, on aura le plaisir de vraiment d'écouter, ensuite de discuter comme c'était ce soir avec toi, Anne-Françoise, Très bien. et avec Simon Très bien. Martin. J'y serai. Merci. Simplement, faire un rappel, si tu veux bien faire un rappel au dernier moment. Oui, Voilà. c'est très, oui, très oui. Important. efficace, très, C'est très très pratique, efficace. Oh oui, très tout à fait. pragmatique. Voilà. Voilà. Bon, allez, salut à Allez, tout le Merci au monde. revoir et beaucoup. Ciao. merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. merci à tout le monde. Merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci.